Vos souvenirs vous mentent. Pas parfois, pas dans des circonstances exceptionnelles. En ce moment même, pendant que vous nous écoutez, votre cerveau conserve des dizaines de souvenirs qui n'ont jamais existé. Et le plus troublant dans tout ça, c'est qu'il ne le fait pas seul. Des millions d'autres personnes sur la planète entière partagent exactement les mêmes mensonges que vous. La même scène inexistante, la même réplique qui n'a jamais été prononcée, la même mort qui n'a jamais eu lieu. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une conspiration, c'est quelque chose de bien plus vertigineux, et la science a commencé à mettre des mots dessus. Bienvenue dans l'univers de l'effet Mandela. Avant de plonger là-dedans, si vous appréciez ce type de contenu qui creuse là où les apparences s'effondrent, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le pouce levé. Ça nous permet de continuer à explorer ce genre de mystère qui se cache juste sous la surface du réel. Commençons par une expérience. Fermez les yeux une seconde. Imaginez le bonhomme sur la boîte de Monopoly, ce gentleman d'un autre âge avec sa moustache grise et son haut de forme. Maintenant, est-ce qu'il porte un monocle ? La plupart d'entre vous répondent oui, sans hésiter, avec une certaine évidence. Pourtant, il n'en a jamais porté. Pas sur une seule boîte, pas sur une seule publicité, pas sur une seule illustration depuis que le jeu existe. Et votre cerveau vient d'inventer un détail avec une confiance absolue. Bienvenue dans le vertige. Pensez maintenant à la réplique de Dark Vador dans l'Empire contre-attaque. La scène culte. Vous l'entendez déjà, cette voix mécanique et grave. « Luke, je suis ton père ». Sauf que Dark Vador ne dit jamais « Luke » dans cette phrase. Il dit « Non, je suis ton père ». Une syllabe de différence, et pourtant toute une génération a réécrit l'histoire du cinéma dans sa mémoire sans s'en rendre compte. Et si on vous dit maintenant que Pikachu n'a pas de tache noire au bout de la queue, que la queue est entièrement jaune, que la reine dans Blanche-Neige ne dit pas « Miroir, miroir, mon beau miroir », mais « Miroir magique au mur », vous commencez peut-être à ressentir quelque chose d'étrange, un inconfort, une résistance, parce que vous en êtes certain, vous vous souvenez, vous avez vu cette scène, vous l'avez entendue. Elle est là, quelque part dans votre tête, nette et précise. Alors si tout cela est faux, qu'est-ce que ça dit de vous ? C'est là que l'effet Mandela devient fascinant, et inquiétant, et profondément humain. Mais attendez, parce que nous n'avons pas encore abordé le cas qui a tout déclenché, le cas qui a donné son nom à ce phénomène. L'histoire d'un homme qui est mort dans des millions de mémoires, bien avant de mourir dans la réalité. Et cette histoire commence dans une salle de conférence, à Atlanta, en 2005. Il y a là une femme du nom de Fiona Broome. Écrivaine, passionnée de paranormal, elle discute avec d'autres participants d'une convention consacrée à l'étrange et à l'inexpliqué. La conversation glisse vers Nelson Mandela, le militant sud-africain, l'homme qui a passé 27 ans derrière les barreaux sous le régime de l'apartheid. Et Broome dit à ses interlocuteurs ce qu'elle croit savoir. Mandela est mort en prison, quelque part dans les années 80. Elle s'en souvient clairement. Elle se souvient même vaguement des images télévisées, des funérailles. Elle a le souvenir précis d'une mort en captivité. Ses interlocuteurs hochent la tête. Eux aussi s'en souviennent. Le problème, c'est que Nelson Mandela était alors parfaitement vivant. Il avait été libéré en 1990, il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1993. Il avait été président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Il mourrait finalement, en décembre 2013, d'une infection respiratoire, entouré de sa famille, à l'âge de 95 ans. 30 ans après la mort que des milliers de gens croyaient avoir vécu avec lui. Ce qui stupéfait Fiona Broome, ce n'est pas simplement qu'elle se soit trompée. Les erreurs, tout le monde en fait. Ce qui la bouleverse, c'est que d'autres personnes dans cette pièce partagent exactement le même faux souvenir, avec les mêmes détails, la même mort en prison, la même certitude absolue. Elle rentre chez elle et commence à creuser. Elle crée un site internet et invite les gens à partager leurs propres expériences de souvenirs qui ne correspondent pas à la réalité officielle. Ce qu'elle découvre dépasse tout ce qu'elle imaginait. Des centaines, puis des milliers de personnes, aux quatre coins du monde, partagent des souvenirs précis d'événements qui n'ont jamais eu lieu. Pas des oublis vagues, des souvenirs construits, détaillés, vivants. En 2009, elle publie un livre dans lequel elle théorise ce qu'elle nomme l'effet Mandela. Sa définition, simple et glaçante, c'est quand quelqu'un a un souvenir clair de quelque chose qui ne s'est jamais produit dans cette réalité. Dans cette réalité. Parce que Broome n'est pas psychologue, elle est spécialiste du paranormal. Et pour elle, la seule explication plausible n'est pas une défaillance de la mémoire humaine, c'est l'existence de réalités parallèles qui se touchent, s'entrechoquent, laissent des traces dans nos consciences. Mais nous reviendrons sur cette théorie. D'abord, explorons l'ampleur du phénomène, parce que le cas de Mandela n'est que la surface. Sous cette surface, il y a un continent entier de faux souvenirs collectifs, et certains d'entre eux sont si précis, si répandus,
si cohérent entre des millions d'individus qui ne se connaissent pas, qu'ils en deviennent presque troublants. Revenons à Dark Vador et à sa réplique. Cette scène se passe dans une station d'épuration de nuages, au cœur de la cité de Bespin. Luke Skywalker vient de perdre sa main dans un combat. Dark Vador s'approche de lui. La tension est à son paroxysme. Et il dit, mot pour mot, « Non, je suis ton père ». Pas « Luke, je suis ton père ». Le prénom Luke n'est pas dans cette phrase. Il n'a jamais été dans cette phrase. Pourtant, cette version incorrecte est entrée dans la culture mondiale comme si elle avait été gravée sur pellicule. Des millions de personnes ne citent pas une formule qu'elles ont inventée. Elles citent un souvenir qu'elles ont de la scène. Un souvenir faux, mais parfaitement réel pour elles. Pourquoi le cerveau ajoute-t-il ce « Luke » ? Parce que ça fait sens. Parce que dans une révélation aussi dramatique, on s'adresse à la personne par son prénom. La logique narrative l'exige. Et le cerveau, qui n'est pas un magnétophone mais un compteur, reconstruit la scène de façon à ce qu'elle soit plus cohérente, plus théâtrale, plus satisfaisante. Il améliore la réalité. Mais la liste ne s'arrête pas là, et chaque exemple semble plus déstabilisant que le précédent. Prenons la Blanche-Neige de Walt Disney. La scène où la méchante reine s'adresse à son miroir magique, que dit-elle selon votre souvenir ? Pratiquement tout le monde entend « Miroir, miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle en ce pays ?» Sauf que la réplique originale du film de 1937 est « Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Deux versions radicalement différentes. L'une n'a jamais existé sur pellicule, et pourtant, c'est celle que la mémoire collective a retenue et reproduite pendant des décennies. Continuons. La marque de biscuits chocolatés que vous connaissez peut-être depuis l'enfance. Kit Kat. Comment l'écrivez-vous ? La grande majorité des gens répondent Kit Kat, avec un trait d'union entre les deux syllabes. Il n'y a jamais eu de trait d'union. C'est un seul mot, Kit Kat, et il n'a jamais été autrement. Et encore, C3PO, le droïde doré de la saga Star Wars. Vous le voyez entièrement doré, n'est-ce pas ? Entièrement. Sauf que sa jambe droite a toujours été argentée, visible dans presque chaque film. Une jambe entière d'une couleur différente, sur un personnage que des millions de personnes ont regardé pendant des décennies, et personne n'a retenu le détail. Ces exemples s'accumulent, se ressemblent, et commencent à dessiner quelque chose. Le cerveau humain n'enregistre pas la réalité, il la reconstitue. Il prend des fragments, des impressions générales, des logiques narratives, et il fabrique quelque chose de cohérent, quelque chose de convaincant, quelque chose qui ressemble à un souvenir. Et parfois, ce quelque chose est totalement faux. Mais ce n'est encore rien comparé à l'affaire qui a propulsé l'effet Mandela dans la conscience collective de toute une génération. Une histoire d'ours, d'un nom et d'une lettre de différence qui a failli convaincre des millions de gens qu'ils vivaient dans un univers parallèle. En 1962, les auteurs américains Stan et Jan Berenstain publient le premier livre d'une série de contes pour enfants mettant en scène une famille d'ours qui vit dans un arbre creux. Le nom de la famille, Berenstain, avec un A à la fin, Berenstain. La série va devenir l'une des plus vendues de l'histoire de la littérature jeunesse américaine. Des dizaines de millions d'exemplaires. Une génération entière d'enfants américains grandira avec ces ours. Et des décennies plus tard, presque toute cette génération se souviendra du nom avec un E à la place du A. Berenstein. Berenstein. La différence est minuscule, une lettre, mais elle déclenche quelque chose d'énorme. En 2012, un blogueur anonyme publie un texte qui va mettre le feu aux poudres sur Internet. Il y affirme que la série s'appelait Berenstein avec un E, de son enfance jusqu'à il y a quelques années, et que quelqu'un, ou quelque chose, a modifié la réalité. Comme si à un moment donné, l'histoire avait bifurqué. Le texte circule, des forums entiers s'animent, des milliers de personnes témoignent. Elles s'en souviennent avec un E, elles en sont certaines. Certaines disent même retrouver de vieux exemplaires des livres dans leurs affaires et découvrir que le A a toujours été là. Ce moment de découverte est décrit comme déstabilisant, comme si quelque chose de fondamental dans leur perception de la réalité venait de se fissurer. Le subreddit dédié à l'effet Mandela explose en 2013. Des milliers de membres y partagent leurs propres expériences d'écart entre leurs souvenirs et la réalité documentée. L'affaire des ours est devenue le cas d'école ultime. Pourquoi ? Parce qu'elle est simple, vérifiable, et qu'elle touche un point très particulier du cerveau, la nostalgie de l'enfance. Les souvenirs d'enfance sont parmi les plus solides que nous ayons. Ils sont chargés émotionnellement. Ils sont liés à des sensations physiques, la texture d'un livre, la lumière d'une lampe de chevet, la voix d'un parent qui lit. Ces souvenirs semblent intouchables. Et pourtant, l'explication est à la fois simple et révélatrice. Le suffixe « stein »
est un des plus courants dans les noms de famille d'origine germanique et juive. Einstein, Weinstein, Bernstein. Le cerveau, habitué à ce patron, le complète automatiquement chaque fois qu'il rencontre une sonorité similaire. Berenstein sonne comme Berenstein. Le cerveau fait la correction sans demander. Il encode Berenstein parce que c'est la version qui correspond à ce qu'il connaît déjà. Et plus tard, quand il reconstruit le souvenir, il donne ce qu'il a, la version corrigée, la version logique, la version qui n'a jamais existé. Ce processus porte un nom scientifique. Il s'appelle la mémoire reconstructive, et il est au cœur de tout ce qui suit. Mais avant d'entrer dans les mécanismes du cerveau, il y a encore un cas qui mérite notre attention. Un cas qui dépasse les noms d'ours. Le cas d'un film qui n'a jamais existé, et que des milliers de personnes ont pourtant regardé. Aux États-Unis, dans les années 90, il y avait un acteur comique du nom de Sinbad. Populaire, reconnaissable avec sa corpulence imposante et ses pantalons colorés, Sinbad était partout. Et selon des milliers de personnes sur Internet, Sinbad avait joué le rôle principal dans un film pour enfants sorti à cette époque. Un film où il incarnait un génie qui sort d'une bouteille et exauce des vœux. Le film s'appelait Shazam. Il sortait quelque part au début des années 90. Des gens se souviennent de l'affiche, de répliques précises, de l'avoir regardé avec leurs frères et sœurs sur le canapé familial un dimanche pluvieux. Ce film n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'y a pas de bobine, pas d'affiche, pas de bande-annonce, pas d'enregistrement d'aucune sorte. Et Sinbad lui-même, interrogé sur le sujet à de nombreuses reprises, a confirmé avec une sincérité totale qu'il n'avait jamais tourné un tel film. Jamais. Pas même une scène. Ce qui existe en revanche, c'est Kazam, un film de 1996 dans lequel Shaquille O'Neal, le joueur de basket géant et reconnaissable entre mille, joue un génie qui sort d'une vieille radiocassette. 2 acteurs noirs imposants, 2 génies, la même décennie. Le cerveau a fusionné les deux. Il a peut-être aussi mélangé avec des images de Sinbad, habillé en costume fantaisiste pour Halloween ou pour un spectacle comique. Il a pris des fragments disparates et il a assemblé quelque chose qui ressemble à un souvenir de film. Et ce souvenir est si convaincant, si détaillé pour certains, qu'il continue de défendre son existence, même après avoir vu les preuves du contraire. Voilà où nous en sommes. Des millions de personnes partagent des souvenirs précis d'événements qui n'ont jamais eu lieu. Certains sont anodins, un trait d'union qui n'existe pas, une syllabe en trop dans une réplique célèbre. D'autres sont stupéfiants, un film entier, des funérailles nationales télévisées, la mort d'un homme vivant. Et la question qui s'impose avec une force croissante, c'est comment est-ce possible ? Comment un cerveau humain, ce chef-d'œuvre biologique, peut-il fabriquer des souvenirs aussi précis, aussi convaincants, aussi partagés, à partir de rien ? Pour répondre à cette question, il faut rentrer dans l'usine. Il faut regarder comment un souvenir se fabrique, comment il se stocke, et pourquoi ce processus est fondamentalement différent de ce que nous imaginons. Imaginez un instant que votre cerveau fonctionne comme un bibliothécaire, pas comme un appareil photo qui capture des images figées, mais comme quelqu'un qui écoute une histoire, note les éléments importants sur des petits bouts de papier différents, les range dans des tiroirs séparés de la bibliothèque, et qui, quand on lui demande de la raconter à nouveau, va chercher les bouts de papier et reconstitue l'histoire en les mettant bout à bout. C'est à peu près ce qui se passe dans votre cerveau quand vous formez un souvenir. Au centre de cette opération se trouve l'hippocampe, une structure en forme de cheval de mer nichée dans les profondeurs du cerveau. L'hippocampe joue le rôle de chef d'orchestre. Il coordonne les différentes parties du cerveau qui traitent les informations sensorielles, émotionnelles et contextuelles, et il les assemble en une trace mémorielle cohérente. Ce que vous avez vu va dans le cortex visuel. Ce que vous avez entendu va dans le cortex auditif. Ce que vous avez ressenti va dans l'amygdale, le centre des émotions. Ce que vous compreniez de la situation va dans le cortex préfrontal. Et l'hippocampe crée des liens entre tous ces fragments. Mais voilà le problème fondamental. Ces fragments ne sont pas stockés ensemble. Ils sont distribués dans tout cerveau, comme les pièces d'un puzzle éparpillées dans une grande salle. Quand vous voulez vous souvenir d'un événement, le cerveau doit retrouver toutes les pièces et les réassembler. Et chaque fois qu'il refait cet assemblage, il ne reconstruit pas mécaniquement la même image. Il reconstruit quelque chose de proche, en remplissant les pièces manquantes avec ce qui lui semble le plus vraisemblable, le plus logique, le plus cohérent avec ce qu'il sait déjà du monde. Les neuroscientifiques appellent ça la mémoire reconstructive. C'est un concept introduit dès 1932 par le psychologue britannique Frédéric Bartlett, qui observait que les gens ne reproduisent jamais un souvenir de manière fidèle. Ils l'interprètent, le simplifient, le colorent de leurs croyances et de leur culture.
Chaque rappel est une reconstruction active, pas une lecture passive. Et chaque reconstruction modifie légèrement l'original, comme une photocopie, d'une photocopie, d'une photocopie, qui finit par différer de l'image de départ. Ce qui complique encore les choses, c'est que le cerveau distingue mal, au moment du rappel, entre ce qu'il a réellement vécu et ce qu'il a imaginé, entendu, lu ou vu dans un film. Les deux types de traces mémorisées sont stockées et récupérées de façon similaire. Un souvenir d'enfance et l'image d'un film vu pendant cette enfance peuvent se mélanger dans votre hippocampe jusqu'à devenir indiscernables. Les chercheurs appellent ça le problème de la source. Vous vous souvenez de quelque chose, mais vous ne savez plus d'où ça vient. Et plus le temps passe, plus ce problème s'aggrave. Un souvenir frais, récent et relativement fidèle. Mais à mesure que les années s'accumulent, les détails précis s'effacent et le cerveau comble les vides. Il crée ce que les spécialistes appellent une mémoire de l'essence plutôt que de la lettre. Vous retenez le sens général d'une scène, son ambiance, son registre émotionnel, et vous perdez la précision mot pour mot. La réplique de Dark Vador, vous en retenez le sens, la révélation, la puissance dramatique. Mais les mots exacts, un par un, disparaissent. Et le cerveau les remplace par des mots qui auraient dû être là selon sa logique interne. Voilà pour le mécanisme de base. Mais ce mécanisme seul n'explique pas encore comment des millions de personnes arrivent aux mêmes erreurs précises. Pour ça, il faut parler d'un phénomène particulier, un peu plus obscur, un peu plus troublant, que les neurologues appellent la confabulation. La confabulation. Le mot vient du latin et signifie littéralement « raconter ensemble ». En neurologie et en psychiatrie, ça désigne quelque chose de précis, la production involontaire de faux souvenirs auxquels la personne croit sincèrement. Ce n'est pas un mensonge. Le confabulateur ne sait pas qu'il invente. Son cerveau construit une histoire cohérente à partir de fragments épars, comble les lacunes avec des éléments plausibles et lui présente le résultat comme un souvenir réel. Et lui y croit. Il existe une patiente, connue dans la littérature neurologique sous les initiales Madame B, qui illustre ce phénomène de façon saisissante. Hospitalisée après une rupture vasculaire dans son cerveau, elle répète chaque jour qu'elle doit rentrer chez elle pour préparer une réception. Elle décrit ses invités, le menu, les dispositions de sa maison. Tout est vivant, précis, cohérent, tout est faux. Elle n'a pas préparé de réception depuis son hospitalisation. Et pourtant, elle vit dans cette conviction avec une certitude absolue. Quand on lui dit qu'elle est hospitalisée, elle ne nie pas la réalité par mauvaise volonté. Simplement, son cerveau ne lui donne pas accès à cette réalité. Il lui donne accès à autre chose. Et cette autre chose lui semble aussi vraie que le plancher sous ses pieds. Ce qui se passe dans son cerveau, le neuropsychologue Armin Schmider de l'Université de Genève l'a étudié pendant des décennies. Ce qu'il a découvert est fascinant. Dans un cerveau sain, il existe un filtre, localisé dans la partie orbitofrontale du cortex, juste au-dessus des yeux. Ce filtre fonctionne très vite, bien avant que nous prenions conscience d'un souvenir. Il compare ce qui remonte à la surface de la mémoire avec la réalité du moment présent, et il élimine ce qui ne correspond pas. C'est un mécanisme de contrôle de la réalité, préconscient et automatique. Quand ce filtre est endommagé, ou simplement débordé, les souvenirs remontent sans vérification. Des fragments du passé, des morceaux d'imagination, des impressions générales, tout arrive sur le même plan, avec la même étiquette, vrai. Mais la confabulation pathologique n'est que l'extrémité d'un spectre. À l'autre bout de ce spectre, il y a la confabulation ordinaire que nous pratiquons tous, tous les jours, sans jamais le savoir. Chaque fois que votre cerveau remplit une lacune mémorielle avec quelque chose de plausible, chaque fois qu'il ajoute un détail qui aurait logiquement dû être là, chaque fois qu'il corrige un nom bizarre en un nom courant, il confabule. Doucement, invisiblement, sans vous demander votre avis. Et c'est ici que nous touchons au cœur de l'effet Mandela. Ce phénomène n'est pas une anomalie, ce n'est pas un bug. C'est une caractéristique fondamentale d'un cerveau qui cherche en permanence à construire un monde cohérent, logique et navigable. Un cerveau qui préfère avoir tort avec conviction plutôt qu'avoir raison avec incertitude. Et quand des millions de cerveaux identiques, soumis aux mêmes influences culturelles, aux mêmes films, aux mêmes médias, aux mêmes schémas sonores et visuels, font les mêmes corrections plausibles, ils arrivent aux mêmes faux souvenirs. Mais combien profonde peut aller cette fabrication ? Peut-on vraiment implanter un souvenir entier dans la tête de quelqu'un qui n'a rien vécu ? La réponse va vous surprendre. Et elle vient d'une femme qui a passé sa carrière à démolir une des certitudes du droit et de la société. Avant d'y arriver, arrêtons-nous une seconde sur quelque chose qui amplifie considérablement tout ce que nous venons de décrire. Parce que la mémoire reconstructive et la confabulation ordinaire sont des mécanismes individuels. Elles expliquent pourquoi chaque cerveau pris séparément peut fabriquer de faux souvenirs.
Mais elle n'explique pas encore complètement pourquoi des millions de cerveaux arrivent aux mêmes erreurs précises, ni pourquoi ces erreurs sont si difficiles à corriger une fois ancrées. Pour ça, il faut introduire 2 éléments supplémentaires. Le premier est le biais de confirmation. C'est la tendance bien documentée de notre cerveau à chercher, retenir et valoriser les informations qui confirment ce qu'il croit déjà, et à ignorer ou minimiser les informations qui le contredisent. Imaginez que vous croyez que Dark Vador dit « Luke, je suis ton père ». Chaque fois que vous entendez quelqu'un citer cette phrase avec Luke autour de vous, votre cerveau l'enregistre et renforce votre souvenir. Chaque fois que quelqu'un cite la version correcte sans Luke, votre cerveau la traite comme une erreur de l'autre personne et ne remet pas en question son propre souvenir. Le biais de confirmation transforme chaque validation externe d'un faux souvenir en ciment supplémentaire. Et dans un environnement culturel où la version incorrecte est massivement plus répandue que la version correcte, ce biais travaille sans relâche à consolider l'erreur. Le deuxième élément est ce que le sociologue français Maurice Halbach appelait la mémoire collective, un concept qu'il développa dès les années 20 et 30 du siècle dernier. Halbach observa que nos souvenirs individuels ne sont jamais purement personnels. Ils sont façonnés, validés, renforcés ou corrigés par les groupes sociaux auxquels nous appartenons. La famille, les amis, la communauté, la société au sens large, tous participent à la construction de ce dont nous nous souvenons et de la façon dont nous nous en souvenons. Un souvenir qui est partagé, raconté, répété dans un groupe, devient plus solide, plus détaillé, plus résistant à la révision. Un souvenir que personne autour de nous ne confirme tend à s'effacer ou à être révisé. Nous construisons notre mémoire non seulement avec notre propre cerveau, mais avec ceux de tous les gens que nous fréquentons. Cette idée prend une dimension entièrement nouvelle à l'ère des réseaux sociaux. Avant Internet, la mémoire collective d'un groupe s'élaborait lentement, par conversation directe, par récits répétés lors de réunions de famille, par la transmission orale de génération en génération. Elle était limitée géographiquement et socialement. Aujourd'hui, la mémoire collective peut se former et se cristalliser en quelques heures à l'échelle planétaire. Un forum de discussion, un fil de commentaires, une vidéo virale, voilà les nouveaux vecteurs par lesquels des millions de personnes se synchronisent sur la même version d'un événement, qu'elle soit exacte ou non. Et voilà une dimension de l'effet Mandela que même les chercheurs en neurosciences cognitives ont commencé à explorer spécifiquement. En 2022, 2 chercheuses américaines, Deepasree Prasad, doctorante en neurosciences cognitives à l'université Dartmouth, et Wilma Bainbridge, professeure assistante à l'université de Chicago, ont publié une étude dans la revue Psychological Sciences portant sur ce qu'elles ont nommé l'effet Mandela visuel. Elles ont présenté à des participants 3 versions d'une même image, une version correcte et 2 versions modifiées. L'une des images était le droïde C3PO de Star Wars, une autre était le logo Fruit of the Loom, une autre encore était le bonhomme Monopoly. Elles leur ont demandé d'identifier la version correcte de chaque image. Les résultats étaient saisissants. Pour 7 des 40 ensembles d'images testés, les participants choisissaient la bonne version moins d'1 fois sur 3, ce qui est en dessous du niveau du pur hasard. Ils ne choisissaient pas simplement au hasard, ils choisissaient systématiquement la mauvaise version, avec une cohérence qui suggérait un vrai souvenir incorrect partagé et non pas simplement une ignorance. Prasad et Bainbridge ont essayé de comprendre pourquoi certaines images déclenchaient ces erreurs systématiques. Pour C3PO par exemple, elles ont noté que dans la grande majorité des médias, on ne voit le personnage qu'en buste, le haut du corps. La jambe argentée, présente au niveau du bas du corps, est rarement visible dans les images les plus répandues. Le cerveau comble l'absence en appliquant la règle de cohérence visuelle la plus simple disponible. Un robot doré doit être entièrement doré. Il n'y a aucun signal dans la représentation habituelle du personnage qui suggère une rupture de couleur au niveau des jambes. Ce que cette étude montre, c'est que l'effet Mandela visuel n'est pas aléatoire, il est prévisible. Ces erreurs sont structurées, liées à la façon dont certaines images sont exposées dans la culture et à la façon dont le cerveau comble les lacunes visuelles. Ce n'est pas un mystère quantique, c'est la mémoire reconstructive à l'œuvre, visible et mesurable en laboratoire. Mais revenons maintenant à la question centrale. Peut-on aller encore plus loin ? Peut-on implanter un souvenir entier, complet, détaillé, d'un événement qui n'a jamais eu lieu, dans la mémoire d'une personne parfaitement saine ? La réponse est oui, et la personne qui l'a prouvé de la façon la plus rigoureuse et la plus troublante de l'histoire de la psychologie s'appelle Elizabeth Loftus. Psychologue américaine, professeure à l'Université de Californie à Irvine,
Auteure d'une vingtaine de livres et de plus de 400 publications scientifiques, elle est classée parmi les 100 personnes les plus influentes de toute l'histoire de la psychologie, aux côtés de Freud, de Skinner et de Piaget. Ce classement est mérité, parce que depuis les années 70, cette femme a passé sa carrière à démontrer, expérience après expérience, avec une rigueur et une précision implacables, que votre mémoire est une fiction que vous prenez pour de la réalité, et que cette fiction peut être réécrite par n'importe qui, n'importe quand, si la suggestion est bonne. Tout commence avec des voitures. Au début de sa carrière, Loftus obtient un financement du département des transports américains pour étudier les témoignages oculaires d'accidents de la route. Elle montre à des groupes d'étudiants des vidéos de collisions entre véhicules, puis elle leur pose des questions sur ce qu'ils ont vu. Et elle fait varier un seul mot dans la question. À certains groupes, elle demande à quelle vitesse allaient les voitures quand elles se sont heurtées. À d'autres, quand elles se sont percutées. À d'autres encore, quand elles se sont fracassées. La réponse change radicalement selon le mot utilisé. Le groupe qui entend fracasser estime une vitesse nettement supérieure à celui qui entend heurter. Même vidéo, même accident, même groupe d'étudiants normaux, sans aucun désordre cognitif particulier. Une seule différence, le mot choisi dans la question. Et ce mot modifie le souvenir de l'événement. Mais ce n'est que le début. Loftus pousse l'expérience plus loin encore. Dans un second temps, elle demande à des participants si le verre brisé était visible dans la scène de l'accident. Certains groupes, pour lesquels elle avait utilisé le mot « fracassé », répondent « oui, il y avait du verre brisé », un nombre bien plus élevé que dans les autres groupes. Sauf qu'il n'y avait pas de verre brisé dans la vidéo. Elle venait de leur implanter un détail visuel qui n'avait jamais existé, simplement en choisissant le bon mot dans une question posée après l'événement. Elle appelle ça l'effet de désinformation. L'introduction d'une information incorrecte après un événement altère le souvenir de cet événement. Et Loftus va beaucoup plus loin. Elle veut savoir si on peut non seulement déformer un souvenir existant, mais en créer un entièrement nouveau à partir de rien. Elle développe ce qu'elle appelle la technique du « perdu dans un centre commercial ». Un participant est convoqué pour une étude sur la mémoire d'enfance. On lui remet un petit livret contenant 4 récits d'événements qui se seraient passés quand il avait environ 10 ans. 3 de ces récits sont vrais, fournis par les parents du participant avec leur consentement. Le 4e est entièrement inventé. Une histoire dans laquelle le participant s'est perdu dans un grand centre commercial, a pleuré de peur, a été recueilli par une vieille dame bienveillante et a finalement retrouvé ses parents 1 heure plus tard. Cette histoire n'a jamais eu lieu. Elle n'a aucune base réelle. C'est une pure construction. Le participant relit le livret plusieurs fois sur quelques semaines et à chaque session, on lui demande de raconter avec ses propres mots ce dont il se souvient de chaque événement. Le résultat est stupéfiant. Environ un quart des participants finissent par accepter le faux souvenir comme réel. Ils acquiescent, ils commencent à raconter l'événement. Mais plus troublant encore, certains y ajoutent spontanément des détails que personne ne leur a jamais suggérés. La vieille dame portait un manteau de laine rouge. Le centre commercial sentait le popcorn chaud. La panique du moment, la sensation de chercher un visage familier parmi des inconnus, leur revient presque physiquement. Des souvenirs complets, texturés, émotionnellement chargés, de pures inventions de leur propre cerveau, construite à partir d'une simple graine narrative extérieure. Ce n'est pas de la manipulation au sens manipulateur du terme. Loftus ne trompe pas ses participants pour les nuire. Elle révèle quelque chose d'important sur la nature même du souvenir humain. Il n'est pas un enregistrement passif, c'est une reconstruction active. Et cette reconstruction peut être influencée par n'importe quelle information qui arrive après l'événement, que ce soit une question posée par un expérimentateur, une phrase entendue lors d'une conversation, ou un article lu des années plus tard. Dans une autre expérience, Loftus parvient de souvenirs collectifs. Chaque partage entre amis est une suggestion subliminale adressée à la mémoire de celui qui reçoit. Et l'effet est durable. Une étude publiée dans la revue Psychological Science a montré que les fausses nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux ne créent pas seulement des croyances incorrectes chez les personnes qui les lisent, elles créent de véritables souvenirs. Des souvenirs construits, détaillés, résistants à la correction. Gillian Murphy, qui a dirigé l'étude, formule ça très directement. La mémoire est un processus de reconstruction et nous sommes vulnérables aux suggestions qui la faussent sans que nous en prenions conscience. Et une fois ce faux souvenir formé, même si on présente à la personne une preuve claire que l'information était incorrecte, il devient difficile de réajuster sa perspective. Le souvenir est là, il est réel pour elle. Et une correction purement intellectuelle, même bien documentée, ne suffit pas à l'effacer, parce que l'effacer exigerait de réécrire des connexions neuronales qui se sont solidifiées.
Ce phénomène de contagion mémorielle explique aussi quelque chose que les théoriciens de l'effet Mandela n'ont jamais pu résoudre avec leur modèle des univers parallèles. La géographie culturelle très précise des faux souvenirs. Le souvenir incorrect des Berenstain Bears est presque exclusivement répandu parmi les enfants américains des années 70, 80 et 90. La réplique incorrecte de Dark Vador est plus fortement ancrée dans les générations qui ont grandi avec les parodies télévisées des années 90 qui citaient massivement cette erreur. Le faux monocle du bonhomme Monopoly est associé à une confusion très documentée avec Monsieur Peanut, une autre mascotte américaine célèbre qui porte réellement un monocle. Ces faux souvenirs ne traversent pas les frontières culturelles au hasard, ni ne sautent d'un siècle à l'autre. Ils suivent rigoureusement les canaux de l'influence culturelle partagée. Ils se comportent exactement comme des virus mémoriques qui se propagent dans des populations exposées au même contenu, pas comme des échos d'univers parallèles. Tout ce que nous venons d'explorer constitue une explication scientifique cohérente, solide et vérifiable de l'effet Mandela. Mais ce n'est pas ce que croient des millions de personnes sur Internet. Pour eux, la réponse est ailleurs. Elle est dans la physique quantique, dans le CERN, dans les univers parallèles. Et pour comprendre pourquoi cette théorie est aussi séduisante, et pourquoi elle bute sur des obstacles fondamentaux quand on l'examine de près, il faut entrer dans la physique la plus étrange qui soit. En 1957, un jeune doctorant de l'université de Princeton du nom de Hugh Everett III soumet une thèse qui va provoquer une fracture durable dans la communauté des physiciens. Everett part d'un problème qui embarrassait les physiciens depuis la naissance de la mécanique quantique, le paradoxe de la mesure. La mécanique quantique décrit les particules subatomiques comme existant dans des états superposés. Un électron n'est pas ici ou là, il est ici et là, simultanément, dans une superposition de probabilités, jusqu'au moment où il est observé. À l'observation, il choisit un état. La superposition s'effondre, la probabilité devient certitude. C'est ce qu'illustre l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Un chat dans une boîte opaque, lié à un mécanisme qui le tue si un atome radioactif se désintègre, est à la fois mort et vivant tant que personne n'ouvre la boîte. L'acte d'observation force la réalité à se décider. Everett propose une réponse radicale à ce paradoxe. Et si la superposition ne s'effondrait pas vraiment? Et si, au moment de la mesure, l'univers entier se divisait simplement en deux branches? Dans l'une, le chat est vivant. Dans l'autre, il est mort. Les deux branches sont également réelles. Les deux continuent d'exister. Et l'observateur, qui n'est lui-même qu'un assemblage de particules quantiques soumises à la même mécanique, se divise aussi. Une version de lui observe le chat vivant, une autre observe le chat mort. Ces deux versions ne communiquent plus entre elles. Elles évoluent indépendamment dans des branches séparées de la réalité. Cette interprétation, dite des mondes multiples, implique que chaque événement quantique génère une ramification. Chaque interaction subatomique, chaque décision au niveau fondamental de la matière crée une bifurcation. Il existerait donc une infinité de branches de réalité, chacune légèrement différente. Cette théorie fascine les physiciens théoriciens depuis des décennies. Un sondage informel parmi eux montre qu'un nombre croissant la considère comme l'interprétation la plus cohérente, la plus élégante et la plus mathématiquement propre de la mécanique quantique. Elle évite certaines contorsions conceptuelles de l'interprétation traditionnelle dite de Copenhague, qui doit inventer le concept de l'effondrement de la fonction d'onde, un phénomène qui n'est décrit par aucune équation et dont le déclencheur exact reste mystérieux. Et c'est là que Fiona Broome entre en jeu avec une idée audacieuse. Si ces univers parallèles existent, dit-elle, et si nos consciences traversent parfois l'une de ces bifurcations sans nous en apercevoir, alors les faux souvenirs pourraient être de vrais souvenirs d'une branche de réalité antérieure. Dans une branche, Nelson Mandela est mort en prison dans les années 80. Dans une autre, il a été libéré et est devenu président. Nous, ou du moins certains d'entre nous, venons de la branche où il est mort. Nous avons glissé vers cette branche-ci sans le savoir. Nos souvenirs sont restés. C'est pour ça qu'ils nous semblent absolument réels. C'est pour ça qu'ils correspondent à une réalité qui n'est plus la nôtre. Cette idée a une puissance narrative indéniable. Elle est réconfortante d'une certaine façon. Vous n'avez pas tort, vous venez juste d'ailleurs. Elle est construite pour être irréfutable. Dans un modèle où tout souvenir qui diffère de la réalité actuelle peut être attribué à une branche parallèle, il n'y a pas de faux souvenirs possibles. Tout est vrai quelque part. Mais voilà où la théorie bute contre la physique réelle. La théorie des mondes multiples d'Everett, même dans sa version la plus largement acceptée par les physiciens qui y adhèrent, ne permet pas aux branches de fusionner, ni aux consciences de glisser de l'une à l'autre. Dans cette interprétation, une fois que deux branches se sont séparées à la suite d'un événement quantique, elles n'interagissent plus du tout. Elles sont définitivement
et absolument séparés. Le mécanisme qui rend cela possible s'appelle la décohérence quantique. À l'échelle macroscopique, à l'échelle d'un atome d'air, d'une molécule d'eau, et a fortiori d'un être humain, les états superposés s'effondrent instantanément. Il n'y a pas de passerelle entre les branches. Il n'y a pas de membrane perméable. Il n'y a pas de moment où votre conscience traverse d'une branche à l'autre en conservant les souvenirs de l'ancienne. Autrement dit, même si la théorie des mondes multiples est vraie, elle ne peut pas produire l'effet Mandela tel que Broom le décrit. La structure même de la théorie d'Everett interdit la migration consciente entre branches. Pour qu'une telle migration soit possible, il faudrait une toute autre physique, qui n'existe pour l'instant que dans les films de super-héros. Et le deuxième pilier de la théorie, le CERN et son grand collisionneur de hadrons, résiste encore moins à l'examen. Le LHC est la plus grande machine jamais construite par l'humanité. Un anneau souterrain de 27 km de circonférence à la frontière franco-suisse qui accélère des protons pour les faire entrer en collision et étudier les fragments résultants. Il a permis la découverte du boson de Higgs en 2012, une avancée majeure. Il n'a créé ni trou noir, ni portail dimensionnel, ni distorsion de la réalité. Et Clara Nellist, physicienne des particules au CERN, a répondu publiquement à la théorie en rappelant que des collisions d'énergie comparables se produisent naturellement dans l'atmosphère terrestre des centaines de fois par seconde, frappées par des rayons cosmiques d'origine cosmique. Si ces collisions naturelles ne réécrivent pas la réalité depuis 4 milliards d'années, celles du LHC ne vont pas le faire non plus. Il y a aussi quelque chose que nous n'avons pas encore pleinement exploré. Pourquoi ces faux souvenirs résistent-ils à la correction avec une telle ténacité ? Pourquoi, quand on montre à quelqu'un la vraie réplique de Dark Vador ou le vrai nom des ours Berenstain avec un A, certaines personnes continuent de ressentir que c'est leur souvenir qui est juste et que la preuve qu'on leur montre est ce qui est faux. Cette résistance n'est pas de la mauvaise foi, c'est une réaction profondément psychologique à une menace identitaire. Nos souvenirs ne sont pas de simples données stockées quelque part, ils sont le tissu de notre identité. Ils constituent le récit que nous nous faisons de nous-mêmes, de notre enfance, de nos expériences fondatrices. Dire que vos souvenirs sont faux, c'est, d'une certaine façon, dire que vous n'êtes pas tout à fait la personne que vous pensiez être, que vos certitudes les plus intimes reposent sur des constructions instables. Cette idée est existentiellement dérangeante, et le cerveau, face à une menace de cette nature, réagit comme face à n'importe quelle autre menace à l'intégrité de soi. Il résiste, il cherche des explications qui préservent la cohérence de son récit interne. Et la théorie des univers parallèles est, à cet égard, une explication parfaite. Elle valide le souvenir, tout en expliquant la discordance avec la réalité actuelle. Vous n'avez pas tort, la réalité a changé autour de vous. L'explication des univers parallèles préserve quelque chose que la psychologie cognitive menaçait de détruire, la confiance en votre propre mémoire. Si vos souvenirs viennent d'un autre univers, ils sont vrais, juste déplacés. Si vos souvenirs sont des reconstructions imparfaites d'un cerveau faillible, alors que reste-t-il de votre expérience subjective du monde ? Cette question est inconfortable, et l'inconfort, pour beaucoup, appelle une histoire rassurante plutôt qu'une vérité déroutante. Nous préférons avoir raison grâce à un univers parallèle que d'avoir tort dans celui-ci. C'est une préférence profondément humaine, et l'effet Mandela nous la montre à nu. Mais il y a quelque chose de libérateur aussi dans la compréhension scientifique du phénomène. Parce que si votre mémoire est reconstructive et non enregistrée, ça ne veut pas dire qu'elle est inutile ou mauvaise. Ça veut dire qu'elle est adaptative. Elle fonctionne exactement comme elle le doit. Un cerveau qui enregistrerait chaque détail de chaque moment passerait toute son énergie à gérer des archives. Il ne pourrait plus apprendre, ni généraliser, ni anticiper. La mémoire reconstructive est ce qui vous permet de reconnaître un visage malgré les changements du temps, d'apprendre d'une expérience sans devoir la revivre mot pour mot, de vous adapter à des situations nouvelles en puisant dans des patterns du passé. C'est un outil prodigieux, précisément parce qu'il simplifie, extrait l'essentiel et comble les lacunes. Les faux souvenirs ne sont pas des pannes du système, ce sont les traces visibles d'un système qui fonctionne à plein régime, qui cherche en permanence la cohérence et la logique dans un monde chaotique et ambigu. Quand votre cerveau remplace « Non, je suis ton père » par « Luc, je suis ton père », il n'est pas en train de défaillir. Il est en train de vous donner la version de la réplique qui correspond à la logique narrative de la scène telle qu'il l'a internalisée. Il est en train de vous raconter une histoire qui a du sens, une histoire qui pour lui est plus vraie que la réalité verbatim. Voilà où nous en sommes, et c'est un endroit vertigineux mais fascinant. L'effet Mandela n'est pas une preuve d'univers parallèle. Ce n'est pas non plus un mystère incompréhensible.
C'est la signature visible d'un cerveau humain qui travaille, qui reconstruit, qui partage ses reconstructions avec des millions d'autres cerveaux via des canaux culturels et technologiques qui n'ont jamais existé à cette échelle auparavant. C'est la preuve que notre réalité subjective est une construction permanente, collective et fragile. Pas moins précieuse pour autant, mais bien plus humaine qu'on ne le croit. Et l'implication qui dépasse de loin la curiosité intellectuelle, c'est celle-ci. Si des faux souvenirs peuvent être implantés par suggestion, si une fausse information répétée 1000 fois finit par devenir un souvenir collectif solide et résistant, alors nous vivons à une époque qui appelle une vigilance nouvelle. Non pas la méfiance paranoïaque envers toute information, mais la conscience tranquille que notre mémoire n'est pas une forteresse. C'est une maison avec des fenêtres ouvertes. Et ce qui entre par ces fenêtres, les images, les phrases, les récits, les rumeurs, peut rearranger les meubles à l'intérieur sans que personne ne s'en aperçoive. Mais plus que dans les relations interpersonnelles, cette compréhension change quelque chose dans notre rapport à l'information et au débat public. Nous vivons une époque où la fiabilité de ce dont les gens se souviennent, les événements qu'ils ont vécus, les paroles qu'ils ont entendues, est devenue un enjeu politique et social. Des témoins affirment avoir vu ou entendu des choses que les preuves documentaires ne confirment pas. Des groupes entiers construisent des récits fondés sur des souvenirs collectifs qui ne correspondent pas à l'archive historique vérifiable. L'effet Mandela nous rappelle que cette situation n'est pas toujours le signe d'une mauvaise foi ou d'une manipulation consciente. Elle est parfois simplement le résultat de la façon dont la mémoire humaine fonctionne, en masse, à l'ère des réseaux. Comprendre la mécanique du faux souvenir collectif ne résout pas ces débats, mais il nous donne les outils pour les aborder avec une lucidité que l'ignorance de ces mécanismes rend impossible. Et si l'on y réfléchit encore un peu, il y a quelque chose de remarquable dans le fait que l'être humain soit à ce point attaché à la continuité de son récit intérieur. Cette continuité, c'est ce qui fait de vous une personne plutôt qu'une série de moments déconnectés. C'est ce qui vous permet de planifier, d'apprendre, d'anticiper. Le cerveau qui reconstruit ses souvenirs plutôt que de les archiver à la lettre est un cerveau qui a choisi l'efficacité sur la précision, l'adaptabilité sur la rigidité. C'est un choix évolutif que l'espèce humaine a fait il y a des centaines de milliers d'années et qui a très bien fonctionné jusqu'à présent. Ce qui a changé, c'est l'environnement. Nous vivons maintenant dans un monde d'informations à une densité et une vitesse que l'évolution n'a pas anticipées. Nos cerveaux reconstructifs rencontrent des flux d'images, de textes, de vidéos, de récits, à une cadence qui n'a aucun précédent biologique. Et dans ce contexte, les mécanismes qui faisaient notre force deviennent parfois des vulnérabilités. La prochaine fois que vous serez absolument certain d'un souvenir, rappelez-vous Fiona Broome dans cette salle de conférence à Atlanta. Elle aussi était certaine. Rappelez-vous les 25% de participants de Loftus qui se souvenaient du centre commercial. Rappelez-vous les milliers de personnes qui ont regardé un film qui n'a jamais existé. Et rappelez-vous que cette incertitude n'est pas une faiblesse. C'est une ouverture, une invitation à la curiosité, à l'humilité et à une façon d'habiter sa propre expérience avec un peu moins de rigidité et un peu plus de cette légèreté qui permet d'apprendre encore. C'est peut-être ça, le vrai cadeau de l'effet Mandela. Pas la révélation d'un multivers, mais la rencontre avec votre propre cerveau. Cet organe étrange, infatigable, qui réécrit l'histoire à chaque nuit de sommeil, qui préfère la cohérence à la précision, et qui, après tout, vous raconte votre vie chaque matin avec une conviction remarquable. Si cette exploration du cerveau humain et de ses mystères vous a parlé, si vous voulez continuer à suivre des vidéos qui creusent là où les apparences s'effondrent, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce levé. Ça nous aide vraiment à continuer ce travail, et ça ne prend que 2 secondes de votre mémoire, laquelle, on le sait maintenant, mérite d'être utilisée avec parcimonie.